Connaissez-vous l'obélisque de la place de la Concorde? Oh, je sais, vous êtes passé devant des centaines de fois, vous l'avez vu. Mais le connaissez-vous? Savez-vous que c'est lors de son édification que Moïse emmena les Hébreux vers la terre promise? La guerre de Troie ne devait avoir lieu que plusieurs centaines d'années plus tard, et il faudra encore attendre 1000 ans pour que la France s'appelât la Gaule. Chacune de ces faces contient le nom et le prénom de Sésostris, ses louanges et le récit de ses travaux. Sésostris était le frère de Ramsès II, pharaon d'Égypte, qui naquit l'an 1298 avant notre ère. En 1830, la place de la Concorde n'était qu'une vaste étendue mal pavée, entourée de fossés boueux, et que ne décorait ni fontaine, ni statue, ni obélisque. Mais déjà, on s'occupait de lui. Sur la demande de notre consul Drovetti, il venait en effet d'être gracieusement offert à la France par Méhémet Ali, pacha d'Égypte. Il se dressait alors, en compagnie d'un second obélisque, à l'entrée du petit village de Luxor, bâti sur l'emplacement de Thèbes, la légendaire et fastueuse capitale des pharaons de la 18e dynastie. Il ne restait plus qu'à aller le chercher. Mais quel navire serait susceptible d'accomplir une telle prouesse? Il devait être assez puissant pour transporter cet énorme bloc de 230 tonnes, assez stable pour traverser la Méditerranée, naviguer sur l'Atlantique, assez plat pour que son tirant d'eau lui permette de descendre le Nil jusqu'à son embouchure, de remonter la Seine jusqu'à Paris. Les meilleurs techniciens se mirent à l'ouvrage. Le navire, peu à peu, prit forme. On l'avait doté de 5 quilles pour lui assurer une plus grande stabilité. Un an après, le 6 octobre 1830, il était prêt à prendre la mer. On l'avait baptisé le Luxor. Ce n'est pourtant que le 15 août 1831 qu'il put s'ancrer devant les ruines de Thèbes. On le fit alors entrer dans un canal spécialement aménagé et que la décrue du Nil devait laisser à sec, puis, après l'avoir dématé, on le couvrit de nattes qu'on humidifiait plusieurs fois par jour pour le préserver de l'ardeur du soleil. Près de là, on construisit des maisons pour loger le commandant Verninac, l'ingénieur Lebas, le chirurgien Angelin et les 130 hommes de l'équipage. On aménagea un magasin de vivres, un atelier de menuiserie, une forge, un hôpital. On fit bien, car une grave épidémie de choléra ne devait pas tarder à se déclarer. On dégagea le plus petit des 2 obélisques qui se trouvaient enfouis à une grande profondeur sous les débris accumulés par les siècles. Et le 31 octobre, après l'avoir emmailloté dans un étau de madrier, on procédait à son abattage. Le mécanisme de l'appareil prévu pour cette opération était simple. Il se composait d'un système de traction et d'un système de retenue qui empêchait le monolithe de tomber et de se briser. On traîna ensuite l'obélisque jusqu'au bateau sur un chemin en plan incliné qu'on avait pratiqué en tranchant 2 monticules de décombres. Ces travaux avaient nécessité l'emploi de 500 personnes durant 2 mois. Ce n'est que le 19 décembre, après avoir scié l'avant du Luxor, qu'on put l'introduire dans la cale. Mais la crue saisonnière du Nil étant terminée depuis 6 semaines, il fallut attendre le mois de juillet suivant pour remettre à flot le navire. Le trajet de retour fut fertile en incidents dramatiques. On s'échoua, on manqua sombrer plusieurs fois, on faillit ne pas pouvoir franchir la barre qui ferme l'embouchure. Le 1er avril 1832, retardé durant 3 mois par des vents contraires, le Luxor quittait Alexandrie. Il était remorqué par un vapeur de la marine, le Sphinx. Et le 23 décembre 1833, à 1h de l'après-midi, il s'amarrait à Paris, en aval du pont de la Concorde. Les travaux de halage de l'obélisque, les préparatifs de son érection prirent plus de 2 ans et demi. Le 25 octobre 1836, enfin, tout était prêt. On avait réquisitionné les artilleurs du régiment de Vincennes pour manœuvrer les cabestans, les marins attachés à la personne du roi pour surveiller les chaînes de retenue. À 11h30, l'ingénieur Lebas donna le signal et l'énorme monolithe commença de se soulever lentement.
200 000 spectateurs couvraient la place et les voies environnantes. À midi, le roi Louis-Philippe se montra avec sa famille à une des fenêtres du ministère de la Marine. À 3h12, l'opération était terminée. Gravé en creux sur le socle de granit où il repose, on peut voir aujourd'hui encore les épures qui commémorent et expliquent cet événement. Le transfert de l'obélisque à Paris avait coûté 1 350 000 francs or. Soit par accident, soit par maladie, 10 hommes avaient trouvé la mort dans cette tâche gigantesque qui avait demandé plus de 6 années de travail.